Même si ça semble tout à fait faisable, il n'existe toujours aucun pont entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Plusieurs raisons empêchent les ingénieurs de lancer la construction. L'une d'elles est bien plus sombre que les questions de budget ou de météo. C'est une raison dont la plupart des gens n'entendent jamais parler, et on y viendra dans un instant. Alors, la première raison pour laquelle il n'y a toujours pas de pont à l'un des endroits les plus logiques, c'est la géographie. L'itinéraire le plus direct passerait d'Écosse en Irlande du Nord, par le canal du Nord, le passage le plus étroit entre les deux îles. Sur une carte, ça paraît gérable. En réalité, ce bras de mer se comporte comme une soupape de pression entre l'Atlantique et la mer d'Irlande. Les tempêtes arrivent droit de l'Atlantique, sans pratiquement rien pour les freiner. En hiver, les vents soufflent sur l'eau à des vitesses capables de fermer les grands ponts. Les ingénieurs ne peuvent pas miser sur des jours calmes et de petites brises. Ils doivent se préparer à la pire tempête susceptible de frapper une fois par siècle. Et dans cette étendue d'eau, le pire scénario est brutal. Des vagues gigantesques, des rafales violentes et des conditions qui mettent à l'épreuve les structures marines les plus résistantes. Autre problème, certaines zones du canal du Nord plongent à plusieurs centaines de mètres et le fond marin n'offre aucune surface plane prête à la construction. Il s'enfonce en roches déchiquetées, en crêtes acérées et en fosses profondes. Un pont de grande portée a besoin de fondations solides. Les équipes devraient forer et ancrer d'énormes pylônes dans la roche dure sous des eaux agitées, tout en jonglant avec des courants puissants et de courtes fenêtres météo. Les plateformes pétrolières offshore résistent aux mers déchaînées, mais elles restent fixes et ne supportent pas un trafic permanent. Un pont de 30 km transportant voitures et trains à chaque minute ressemblerait à une chaîne de tours massives reliées entre elles à travers l'un des corridors maritimes les plus imprévisibles d'Europe. Puis vient la fosse de Beaufort, la raison la plus sinistre, celle qui fait passer le projet d'extrêmement difficile à quasi irresponsable. Cette profonde fosse sous-marine se situe entre l'Écosse et l'Irlande du Nord. Après les événements dramatiques du XXe siècle, les autorités britanniques y ont déversé d'énormes quantités de munitions excédentaires, peut-être plus d'1 million de tonnes. Toute équipe de construction devrait d'abord inspecter la zone entière, cartographier chaque danger et décider s'il faut les retirer ou les contourner. Une seule erreur pourrait endommager l'environnement ou déclencher une détonation. Avant de poser le moindre pilier dans l'eau, il faudrait organiser une opération de nettoyage si colossale qu'elle serait l'un des plus grands chantiers de décontamination jamais entrepris. Ajoutez maintenant le coût. Quand les autorités ont fait les calculs, elles ont estimé entre 272 et 455 milliards de dollars pour construire un pont ou un tunnel ici. Pour donner une idée, c'est comparable au PIB de certains pays. Ça pourrait financer la refonte totale d'un réseau ferroviaire national, une transition énergétique ou des décennies d'investissement dans la santé. Aucun pays ne dépense autant sans être sûr d'un retour économique. Et le trafic ici ne semble pas pouvoir couvrir la dépense. Le volume de personnes et de marchandises entre l'Écosse et l'Irlande du Nord n'a rien à voir avec des liaisons comme la Manche entre la Grande-Bretagne et la France. Bon, d'accord, oublions le pont. Mais pourquoi ne pas creuser un tunnel ? Il ne dépend pas du vent, mais ici non plus, rien n'est si simple. Un tunnel sous la mer d'Irlande coûterait près de 300 milliards de dollars et prendrait environ 30 ans. Il serait bien plus long et complexe que le tunnel sous la Manche et deviendrait le plus long tunnel ferroviaire sous-marin jamais construit. Les équipes fort œuvrées sous des eaux profondes, à travers une géologie complexe et sous un fond marin contaminé par des munitions. Les ingénieurs devraient aussi résoudre un problème technique d'écartement des rails. La Grande-Bretagne utilise un écartement standard de 1,435 mètres et l'Irlande un écartement large de 1,60. Les trains d'un réseau ne peuvent donc pas simplement passer sur l'autre. Un tunnel ferroviaire fixe nécessiterait de nouvelles infrastructures, des systèmes à double écartement ou des modernisations majeures sur les deux îles. Le tunnel ne relierait pas juste deux côtes, il impliquerait une reconstruction ferroviaire massive à l'intérieur des terres. Les coûts exploseraient encore davantage. La météo continuerait de poser problème bien après la pause du dernier boulot.
De puissants vents latéraux balayeraient un pont en hauteur et stopperaient le trafic sans prévenir. L'eau salée rongerait l'acier exposé chaque jour. Les équipes devraient combattre la corrosion, remplacer des pièces et sécuriser les éléments fragilisés, tandis que les tempêtes atlantiques martèleraient la structure toute l'année. Ce ne serait jamais un ouvrage qu'on construit et qu'on oublie. Il exigerait une attention constante chaque semaine de son existence. Si vous pensez « mais le tunnel sous la Manche s'en sort bien », rappelez-vous qu'il passe sous des eaux bien plus calmes et qu'il n'est pas exposé au vent ni aux vagues. Le canal du Nord n'offre aucune protection de ce genre. Et en même temps, les transports dans la région fonctionnent déjà bien. Les ferries traversent la mer d'Irlande en quelques heures. Les compagnies aériennes assurent des liaisons fréquentes entre Belfast, Dublin, Glasgow et Londres. On trouve des billets abordables et on arrive vite à destination. Le réseau actuel transporte personnes et marchandises efficacement. Ce schéma se répète ailleurs. Descendons vers le détroit de Gibraltar, là où l'Europe touche presque l'Afrique. Au plus étroit, le détroit ne fait qu'une quinzaine de kilomètres, ce qui semble tentant. Mais les courants s'engouffrent dans ce passage entre l'Espagne et le Maroc avec une force parmi les plus puissantes au monde. Et comme si ça ne suffisait pas, cette zone se trouve exactement à la jonction entre la plaque tectonique africaine et la plaque eurasienne. La plaque africaine avance vers le nord chaque année, de quelques centimètres seulement, ce qui paraît anodin, sauf quand on sait que les continents pèsent des milliers de milliards de tonnes. Quand ces plaques frottent, elles se bloquent, se tendent, puis cèdent. Cette rupture provoque des séismes, fracture le fond marin et déplace le plancher océanique sans prévenir. Même si des ingénieurs parvenaient à ancrer un pont, les courants martèleraient la structure jour et nuit, desserrant les boulons et sollicitant chaque joint, à moins de surdimensionner l'ouvrage de façon extrême. Quand on regarde la profondeur, le défi atteint littéralement un autre niveau. Certaines zones du détroit plongent à près de 900 mètres, plus haut que bien des gratte-ciels. Les colonnes de soutien devraient s'enfoncer sur presque 1 km. Forêt est fixée dans un fond rocheux instable. Les ingénieurs devraient probablement les assembler en énormes sections renforcées et les boulonner comme les vertèbres d'une colonne d'acier. Et après l'installation, la structure resterait exposée à des séismes capables de briser des supports rigides comme des brindilles. De plus, le détroit fonctionne comme une gigantesque soupape respiratoire entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. L'eau venant de l'Atlantique est moins salée, tandis que l'eau méditerranéenne contient plus de sel et donc pèse plus lourd. Cet échange à deux couches crée un brassage vertical intense, des tourbillons et des zones de turbulence qui ressemblent à des tempêtes sous-marines. Toute cette agitation remonte les nutriments des profondeurs et nourrit le phytoplancton. Dynamiter, forer ou déverser des matériaux de construction dans cet environnement nuirait au phytoplancton et à toute la chaîne alimentaire marine. C'est pourquoi un tunnel semble ici une alternative plus judicieuse. Il a fallu aux ingénieurs environ 20 ans de recherche et de planification, et la construction devrait débuter vers 2030, avec une dizaine d'années de travaux avant que des trains puissent circuler sous le détroit. Même alors, les constructeurs lutteront contre la pression, la chaleur, la densité de la roche et la réalité permanente que deux continents continuent de se rapprocher centimètre par centimètre sous leurs pieds. Le tunnel devrait descendre à plus de 300 mètres sous le niveau de la mer à son point le plus profond. Il s'étendrait sur près de 40 km, dont environ 27 directement sous le fond marin. S'il aboutit, des trains à grande vitesse pourraient transporter passagers et marchandises d'Espagne au Maroc en une trentaine de minutes. Et ce n'est pas qu'une question de confort, c'est une reconfiguration des routes commerciales, des flux de main-d'œuvre, du tourisme et de l'équilibre économique entre continents. Plus de 12 millions de personnes pourraient emprunter cette liaison chaque année. Alors ce tunnel changera vraiment la donne.